Je suis avec Michel Maffezoli. Michel Maffezoli, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter à nos lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Il y en a peut-être. Mais je suis pas connu, moi. Je suis un. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un vieux professeur de sociologie à la Sorbonne, où j'ai enseigné pendant 35 ans. Je suis ce qu'on appelle actuellement un professeur émérite. Voilà, ma spécialité depuis de longues années, c'est de rendre attentif un peu à ce qui est en train de naître, à la fois ce qui est en train de disparaître et en même temps décadence, renaissance. Voilà. Qu'est-ce que Alors j'ai publié une quarantaine d'ouvrages, peut-être bien trop, trop bien sûr, et le dernier vient de paraître qui s'appelle L'ère des soulèvements et qui est un pamphlet sur un peu justement la gestion de cette pseudo-pandémie. Nous en parlerons, je suppose, dans un instant. Voilà. Oui, bien sûr. Bah, justement, oui, vous publiez L'ère des soulèvements, donc aux éditions du Cerf. Dans ce livre, vous prédisez d'une certaine façon une instabilité, des troubles à venir à court ou moyen terme dans nos pays. Pour quelles raisons vous faites cette prédiction-là? Oui, vous me posez souvent la question pour quelle raison, j'en sais rien. Moi, j'essaie de rendre attentif à ce qui existe, à un constat, à ce que l'on voit, ce que, à bien des égards, les élites, et en particulier la petite oligarchie médiatico-politique, ne veut pas voir. Voilà. Et donc, constatons, je dirais fort simplement, que au-delà de ces espèces de chape de plomb qui est là, sur ce qui est la précaution, la peur de la mort, etc., il y a une multiplicité dans le sens simple du terme, de petits soulèvements déjà actuels, les grands rassemblements juvéniles, j'en sais rien, moi, les rave parties, les carnavals ici ou là, les, ce qui fait que on ne se reconnaît plus dans une conception purement aseptisée de l'existence. Voilà. Alors, pour quelles raisons, j'en sais rien, ou plutôt on en parlera un peu après. Disons qu'il y en a marre. Si je le dis en termes un peu plus savants, il y a une saturation, encore une fois, de cette hygiénisation. Et mon hypothèse, c'est de dire comme cela se passe chaque 3, 4 siècles, quand une époque s'achève, eh bien, on va assister à une multiplicité. Alors, je ne sais pas, moi je dis soulèvement, insurrection, révolte, vous dites dans votre question trouble, peu importe, j'en sais rien, moi je n'ai pas le fétichisme des mots. Manifestement, quelque chose, si je puis le dire d'une manière un peu triviale, qui exprime le ras-le-bol. Il y en a assez. Avant qu'on parle de la pandémie, enfin du cœur du livre, vous employez quand même le terme de totalitarisme doux, pardon, pour définir notre période. Qu'est-ce que ça signifie pour vous un totalitarisme doux? Alors, pour tout vous avouer, c'était exactement ce que j'avais développé dans ma thèse d'État à l'époque, c'est-à-dire en 1978. Vous voyez, donc ça fait un temps où je montrais que et je faisais une critique du mythe progressiste, premièrement. Et je faisais également à l'époque une critique de l'idéologie du service public, hein, c'est-à-dire comment une bureaucratie, une technocratie s'appelant le service public avait tout simplement mis le public à son service et n'ont pas été au service du public. Et dans ce livre qui était, excusez-moi de vous le dire, maintenant je suis un vieux, je peux le dire, enfin une vision un peu prophétique, je rendais attentif au fait que l'hygiénisation, l'asepsie de la vie sociale était une manière infantilisation, était une manière une forme de totalitarisme, hein. Pas à comparer à ce qu'était le totalitarisme communiste en URSS ou le totalitarisme nazi à peu près à la même époque en Allemagne, mais un totalitarisme d'une pseudo-démocratie, hein, de gens qui, dans le fond, n'aiment pas le peuple. Ils sont démocrates, mais ils ne sont pas démophiles, et d'une certaine manière, mettaient en place voilà, des contraintes liberticides. Voilà ce que j'appelle, et je regrette ce terme, totalitarisme doux, parce que en fait, c'est un totalitarisme dur. Je voulais uniquement à l'époque prendre mes distances par rapport à ce qu'était stricto sensu, ce qu'on appelait le totalitarisme.
oublier le qualitatif de doux, mais de fait quelque chose qui fait qu'il y a une mainmise de la technocratie. Et alors, sur la pandémie à proprement parler, dans votre livre, donc avant cet épisode du totalitarisme doux, vous employez un terme qui est intéressant, qui est le terme de psychopandémie pour qualifier la situation ayant mené à une forme de tyrannie sanitaire acceptée par les masses. Qu'est-ce que vous entendez justement par cette psychopandémie? Parce que c'est vraiment un concept intéressant. Oui, oh, ben, disons que je veux rendre attentif au fait, moi, soyons clairs, hein, moi j'ai des amis qui sont morts, j'ai pas envie de dire que la maladie n'existe pas. Bien sûr. Juste, comme beaucoup d'autres, et à bien des égards, bien moins mortels pour les gens de mon âge que d'autres à d'autres moments. Et j'ai des amis intimes et proches qui sont morts de cette maladie. Mais je dis tout simplement de ce qui était une maladie qui arrive comme ça régulièrement, on en a fait une fameuse pandémie. Voilà. Et du coup, il y a comment dire, une hystérisation, hein, confortant une hallucination collective. Alors voilà, pour traduire cela, je dis psychopandémie, très précisément dans le sens où, quoi qu'il y ait de la maladie, dans le fond, ça devient un truc dans la tête. Et dans votre question, vous dites bien sûr accepté par les masses. Il faudra voir ça. Mais enfin, disons qu'apparemment, il y a une forme d'acceptation. Le port du masque, je préfère dire la muselière, les gestes barrières et autres perspectives de cet ordre traduisent bien le fait qu'il y a une contamination, dans le Quand je sens dis terme de la peur. Hein, la Quand, peur. quand je dis peur, elle a deux niveaux. En fait, il y a des gens qui sont convaincus que c'est une pandémie, que c'est terrible et que c'est comme la peste noire. Mais il y a aussi une partie des gens, c'est vrai, comme vous le dites, qui Voilà. appliquent les mesures parce qu'ils ont peur pour leur emploi, ils ont peur pour... Eh ben, ils ont peur pour payer 135 euros, hein. Moi, je ne Oui, prends pas je dois vous avouer que je me promène, j'habite un quartier un peu béni des dieux, 5e, 6e arrondissement, je ne porte jamais de masque. Et je dois vous avouer que, d'une part, je vois des quantités de gens qui me saluent avec des signes amicaux et même depuis quelques jours, une multiplication de gens sans masque, vous voyez, qui se promènent sans. Mais c'est vrai qu'ici, on n'a pas très souvent de contrôle, parce qu'en gros, c'est les 135 € qui font que d'une certaine manière, moi, je pourrais les payer éventuellement. Donc, mais de fait, je n'ai jamais été contrôlé. Voilà, oublions l'anecdote, mais fondamentalement, oui, je pense qu'il y a une apparente soumission et une réelle résistance. Alors, vous dites toujours dans cet ouvrage quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous avez dit. Vous dites que le danger qui guette une civilisation n'est pas la mort, mais la peur de la mort qui agit comme un anesthésiant, une peur qui amène à ne rien faire finalement. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans là? Alors oui, certes. Ah oui, moi je pense que vous savez, la peur de la mort, c'est quelque chose qui fait que ça n'empêche pas la mort, mais ça empêche de vivre, si je puis dire, hein, voilà. Et là encore, si je reviens à mes premiers amours, je rappelle ce qu'était la fondation de la ville de Thèbes. Cadmos, peu importe dans la mythe, la première cité, Cadmos a deux petits-fils, Penthée, le sage gestionnaire, et Dionysos, mon petit dieu chéri. Et en fait, la ville de Thèbes est donnée à Penthée, qui est, disons-le tout net, le bureaucrate du moment, l'énarque, si on peut dire, etc. Et Dionysos est un peu exilé, il est de l'autre côté de la mer Égée, il est en Thessalie, etc. Bon, peu importe. Et Penthée, c'est un mythe intéressant, fait que cette ville est parfaitement gérée, rationalisée. Donc, de fait, une peur de la mort, hein, une rationalisation. Et la ville meurt d'ennui. Hein, c'est-à-dire, elle a racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est intéressant, les femmes vont chercher l'autre petit-fils, Dionysos, c'est les bacchanales, les Dionysies, et il y a une violence ritualisée, Penthée est mis à mort, c'est tout. Et la cité retrouve son âme. Vous voyez, c'est-à-dire, mon hypothèse, c'est que les sociétés équilibrées sont les sociétés qui ont su ritualiser, homéopathiser la mort. La finitude, elle est là. Heidegger l'a montré dans toute son œuvre, vers la mort. Voilà. Et donc, tout le problème n'est pas de dénier la mort, la finitude, mais voir qu'est-ce qu'on fait avec. Dans la vieille Église catholique traditionnelle,
Moi, je me souviens, et je cite dans mon livre, dans l'église Saint-Hilaire à Poitiers, Notre-Dame de la Bonne Mort, vous voyez, c'est-à-dire où la Vierge montre de son doigt le sol et le Christ le ciel, hein. Et c'est un symbole intéressant, vous voyez, c'est-à-dire dans le fond, acceptation de la finitude pour arriver à un plus-être. Voilà ce que j'appelle, si vous voulez, le fait que la peur de la mort est très grave dans la mesure où elle anesthésie, bien évidemment, le bien vivre, le vivre tout de même dans l'existence. Mais je faisais un parallèle avec, alors là, je sors un peu de votre livre, mais je faisais un parallèle avec cette réflexion, cette peur qu'ont certaines personnes de voir disparaître, s'effondrer une civilisation. Et est-ce que cette peur-là, qui est vraiment présente aujourd'hui, elle n'empêche pas finalement d'anticiper et de façonner l'avenir? Je prends un exemple tout simple. Il y a eu Athènes, il y a eu Rome. Ça s'est effondré, certes, mais les Européens, eux, ont toujours continué à vivre. Et ensuite, il y a eu le Moyen Âge, et puis il y a eu la Renaissance. Donc, il y a eu des effondrements, mais il y a toujours eu des redressements. Est-ce que Voilà, finalement, moi, excusez-moi, cher ami, c'est exactement mon propos, hein, c'est-à-dire, pour le dire fort simplement, décadence, renaissance. Décadence en latin dit bien ce que ça veut dire, ça tombe, décadare. Et puis en même temps, vous avez toujours un processus de renaissance. Permettez-moi d'être pédant puisque c'est mon métier, mais euh, je rappelle que la première phrase dans la tradition culturelle qui est la nôtre, gréco-latine, hein, d'Anaximandre de Milet, je le répète souvent, Genesis kai phtora, phtora kai Genesis, c'est-à-dire genèse et déclin, déclin et genèse. Voilà, c'est un peu simple comme remarque, mais elle le traduit bien, je dirais, si je le dis en termes un peu plus soutenus, une structure anthropologique. Dès le moment où vous avez quelque chose qui tombe, à partir de ce qui tombe, il y a un processus de renaissance. Voilà. Et donc, de fait, dans la psychopandémie actuelle, c'est le refus du déclin et le refus de la renaissance. La technocratie qui est en jeu actuellement, l'oligarchie médiatico-politique, pour dire bref, si vous voulez, eh bien, a très peur que cessent les grandes valeurs modernes et ne voit pas qu'il y a une possible, ce qui est mon hypothèse, renaissance, dans le sens simple du terme, post-moderne. Voilà un peu, hein. Donc, restons sur ces idées, je dirais, populaires, enfin, du sens commun. Hein, c'est-à-dire que hein, Descartes et Joseph de Maistre disaient avoir le bon sens et la droite raison réunis. Le bon sens et la droite raison réunis traduisent ce que je viens d'indiquer. Oui, chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe, vous avez un processus de reconstruction. dans votre livre, je rappelle que je suis avec Michel Maffezoli, auteur de L'ère des soulèvements, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Dans votre livre, Michel Maffezoli, vous évoquez également, entre les Gilets jaunes, entre la pandémie, un autre marqueur, un autre symbole qui est l'incendie de Notre-Dame, qui indiquerait, selon vous, que nous sommes à un moment de l'histoire où il va se passer quelque chose. Pour quelle raison? Ah, ça, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si je peux vous répondre. C'est un peu mystérieux, mon propos. Mais disons, oui, le terme, ma réponse, elle serait simple. Quand il y a des mutations de fond, hein, je dis mutation, changement de peau, vous avez compris que mon dada, c'est de rendre attentif au fait que la modernité cesse, même si l'oligarchie continue à rester sur ses grandes valeurs d'individualisme, de rationalisme et de progressisme. Voilà le tripode. À ce moment-là, il y a des indices. Et je considère que j'habitais près de Notre-Dame quand ce malheur est arrivé et j'ai pleuré avec beaucoup de gens, je dois vous avouer, sur cet incendie. Et dans le même temps, vous voyez, bon, bien sûr, indice, hein, index, ça pointe, ça souligne. Et je voyais euh, ces chants en commun, vous voyez, ces jeunes catholiques qui étaient là, qui, tout en pleurant, chantaient, si je puis dire. Et en même temps, de mon point de vue, voilà, je l'analyse comme étant un indice regrettable. Hein, moi, j'ai pleuré. Mais il n'en reste pas moins que, à côté d'autre chose, oui, ce sont des marqueurs du fait que, d'une certaine manière, j'étais beaucoup plus attentif au fait que ce soir-là, il y avait un idéal communautaire en gestation, que ce soir-là, des gens se rassemblaient, que ce soir-là, des gens chantaient ensemble, vous voyez, leur détresse, leur tristesse. Mais en même temps, c'est en ce sens que, de ce point de vue, le mot que vous venez de dire me convient, c'était les marqueurs de quelque chose qui est en gestation actuellement. Et Ça, m'intéresse, vous voyez, beaucoup plus euh,
au-delà ou en deçà de l'indice, le fait que, vous savez que c'est enfin vous ne le savez pas, mais c'est un de mes dadas, moi je crois qu'il y a retour de l'idéal communautaire, hein. À l'époque, j'avais parlé du tribalisme, le temps des tribus, et je pense que, alors le mot a choqué, je préfère dire actuellement idéal communautaire, hein, le avec, cum, hein, colocation, co-voisinage, co-working, covoiturage, enfin peu importe en la matière. Et c'est ce cum, c'est ce co qui me paraît intéressant. Et c'est vrai que les Gilets jaunes, d'un certain point de vue, et l'incendie de Notre-Dame, de notre point de vue, suscitaient cet être ensemble. Voilà. Mon idée fondamentale, c'est l'être ensemble. Ça amène à ma dernière question, Michel Maffezoli. Alors, effectivement, quand on lit le titre de votre livre, L'ère des soulèvements, on pense aussi à des moments troubles, à des périodes troubles comme on vit aujourd'hui, avec un psyché chez les gens qui n'est pas forcément hyper joyeux. Les gens sont inquiets, les gens sont angoissés, les gens se sentent enfermés, les gens ne savent pas, comme vous, ils n'ont pas forcément cette conscience communautaire tous, pas encore en tout cas. Alors, j'ai envie de dire, quel est le message d'espoir que vous auriez en tant que philosophe, en tant qu'Européen, si on devait finir sur une bonne note, quelles sont ces raisons d'espérer pour demain? Oh, moi, je ne sais rien. Je ne sais pas si je suis philosophe, je ne suis rien du tout, hein. Euh, disons que je suis fasciné, hein, je suis fasciné à mon âge de voir que quoi qu'il y ait une immense difficulté d'être, qu'il y ait les problèmes que l'on sait, qu'il y ait le fait de se donner un coup de poing au lieu de se serrer la main, censément, vous voyez, des symboles de cet ordre, voilà, scandaleux à bien des égards, que quoi qu'il y ait tout cela, il y a un vitalisme et une vitalité vraiment importante concernant ces jeunes générations. Hein, quand je parlais tout à l'heure du co-machin chose, de co-cela, etc. Alors voilà, moi, mon travail, je ne sais pas ce que je suis, mais mon travail depuis une quarantaine d'années a essayé de rendre attentif dans mes divers livres au fait que, ben voilà, curieusement, il y avait ces générosités, ces solidarités, ces entraides, ce partage. Internet aidant d'ailleurs, hein. Pour moi, Internet, c'est la communion des saints postmoderne, je dis, hein. C'est-à-dire que tout comme la communion des saints dans le 3e, 4e siècle a fait que le christianisme a triomphé à l'encontre des religions officielles comme Mitra ou Orphée, eh bien, de mon point de vue, c'est intéressant qu'au-delà des élites totalement déphasé, eh bien, on a sur les réseaux sociaux des processus que je viens d'indiquer. Voilà, mon seul espoir, j'en sais rien, espérer, j'en sais rien, mais de la vitalité, du vitalisme. J'explique, je le dis bien, hein, la vie est difficile. Pour les gens de mon âge, il n'y avait pas de problème, on trouvait du boulot, on trouvait des logements, etc. Moi, ce que je vois mes étudiants sur la longue durée, mes enfants de notre côté, eh bien, ils se sont débrouillés, ils ont bricolé l'existence. Et c'est ce vitalisme que l'élite ne veut pas voir, cette vitalité qui, moi, me donne espérance. Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est-à-dire tout simplement au-delà des théories, au-delà de mes livres, au-delà de ce que je dis, ouvrons les yeux et regardons ce qui est en jeu, constatons que de fait, pas de jure, hein, pas de droit, mais de fait, de facto, il y a ces formes de solidarité, d'entraide, etc. Et c'est cela, moi, qui me donne espoir à ce qui est en gestation.